Mon téléphone a vibré sur mon bureau dans mon bureau parisien, l'écran s'illuminant d'un texto qui m'a frappé comme un coup de poing. Tu n'es pas digne de venir à ma fête de fiançailles. Il était écrit, je suis Sophie Martin, 28 ans, organisatrice d'événements culturels qui met tout son cœur dans chaque projet. J'ai fixé le message, mon estomac se tordant. Mon propre frère, celui pour qui j'avais passé 3 mois à organiser cette fête parfaite, lieu, traiteur, décoration, tout ça à mes frais venait de me rayer de la liste. Ces mots m'ont piqué, vif et froid, comme s'il avait attendu ce moment pour les dire. J'avais veillé tard pour dessiner les arrangements de table, appeler les fournisseurs, m'assurer que son grand jour brillerait. Et maintenant, il ne voulait même pas de moi. J'ai relu le texto, mes mains tremblantes. Il ne donnait aucune raison, juste que je n'étais pas assez bien. Mon premier réflexe a été de l'appeler, d'exiger des réponses, mais quelque chose m'a arrêté. J'ai posé le téléphone, j'ai pris une grande inspiration et j'ai souri. Un plan se formait. Une semaine plus tard, je serais dans un avion pour la Corse, laissant sa précieuse fête derrière moi. Et quand ce jour-là tournerait au désastre, mon téléphone s'illuminerait d'appels auxquels je ne répondrais pas. Mais je m'emballe. Revenons à la façon dont tout cela a commencé, parce que croyez-moi, c'est une histoire que vous ne croirez pas. Si vous avez déjà été trahi par votre famille, laissez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de drames époustouflants. Le texto de Lucas était toujours là, froid comme un email professionnel. Pendant 3 mois, j'avais mis toute mon âme à organiser sa fête de fiançailles. Chaque détail était conçu pour rendre son jour parfait. J'avais parcouru Paris à la recherche du lieu idéal, tombant sur un hôtel chic du centre-ville avec une vue sur les toits de la capitale. J'ai passé des nuits entières à dessiner les arrangements de table, mélangeant des touches rustiques de campagne avec des éléments élégants. Imaginez des bougies dans des photophores, un clin d'œil à nos racines provençales. J'ai fait jouer mes relations pour réserver l'entreprise de traiteur de Madame Dubois, réputée pour ses plats français alléchants, et j'ai travaillé avec Monsieur Laurent pour concevoir des décorations sur mesure, des arches florales aux cartes de noms gravées. Monsieur Mercier, le gérant du lieu, est devenu mon contact privilégié pour la logistique, s'assurant que chaque chaise était à sa place. Tout cela, je l'ai fait gratuitement parce que Lucas est mon frère et que la famille est censée compter. J'avais à peine dormi, jonglant avec mon travail d'organisatrice d'événements culturels et la préparation de sa fête. Ma boîte de réception débordait de contrats de fournisseurs, mon téléphone vibrait de confirmation, tout cela pour faire briller son moment. Et il m'a remercié avec un texto disant que je n'étais pas digne. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai composé le numéro de ma mère, Catherine Martin, espérant qu'elle verrait à quel point c'était injuste. Maman, étais-tu au courant du texto de Lucas? J'ai demandé, ma voix calme mais perçante. Son silence m'a tout dit. Sophie, c'est son grand jour, dit-elle, son ton doux mais ferme. Il est sous beaucoup de stress. Ne fais pas d'histoire. J'ai serré le téléphone, stupéfaite. Elle prenait son parti, balayant ma peine comme si ce n'était rien. J'ai raccroché, l'esprit en ébullition. Comment pouvait-elle me rejeter ainsi? J'avais passé des milliers d'heures, sans parler de mon propre argent, pour rendre cette fête impeccable. J'ai appelé Lucas ensuite, ayant besoin de l'entendre de sa bouche. Lucas, c'est quoi cette histoire? J'ai dit, gardant mon calme. Sa voix est venue, brève et agacée. Écoute, Sophie, ma fiancée, Emma Dubois, et ses amis, ils veulent une certaine ambiance. Tu ne colles pas. Ce n'est pas personnel. Pas personnel. Mon sang a bouilli. J'avais construit cet événement de toutes pièces, et maintenant j'étais l'étrangère. Il a divagué sur le nombre de places limitées, sur le fait de garder les choses élégantes, mais chaque mot était un coup de poignard. L'influence d'Emma était claire. Elle voulait que sa bande soit au premier plan, et j'étais un dommage collatéral. J'ai insisté, ma voix montant. Je suis ta sœur, Lucas. Je me suis tué à la tâche pour ta fête, et tu dis que je n'ai pas ma place? Il a soupiré comme si j'étais le problème. Sophie, laisse tomber. C'est ma décision. J'ai raccroché, mes mains tremblant de colère. 3 mois de ma vie, mon expertise, mon amour pour mon frère,
Tout ça balayé parce qu'Emma voulait une liste d'invités parfaite. J'ai fixé les contrats sur mon bureau, mon nom signé sur chacun d'eux. J'aurais pu me battre plus fort, crier ou supplier, mais une résolution tranquille s'est installée. Je n'allais pas les laisser me marcher dessus. Maman a rappelé plus tard ce soir-là, sa voix plus acerbe maintenant. Sophie, tu dois soutenir ton frère, dit-elle. C'est une question de famille, pas de tes sentiments. J'ai presque ri. La famille ? Où était cette famille quand Lucas m'a exclu de son jour ? Je lui ai dit que je ne viendrais pas. Ni en tant qu'invité, ni en tant que quoi que ce soit. Elle a haleté comme si je les avais trahis. Tu es égoïste, a-t-elle claqué. J'ai mis fin à l'appel, mon cœur battant. Ils pensaient pouvoir me culpabiliser pour me faire taire, mais ils avaient tort. Je n'allais pas me contenter d'encaisser. 3 jours après ma dispute avec maman, mon père, François Martin, a appelé alors que je triais les factures des fournisseurs dans mon bureau parisien. Sa voix grésillait au téléphone, calme mes empreintes d'attente. Sophie, il faut qu'on parle du cadeau de fiançailles, dit-il. J'ai figé, sentant déjà où il voulait en venir. Il a expliqué que mon frère et sa fiancée s'attendaient à un geste important, une contribution de 3 000 € pour une lune de miel de luxe. J'ai serré la mâchoire. J'avais déjà dépensé d'innombrables heures et mon propre argent pour leur fête, et maintenant ils en voulaient plus. Papa, je ne paierai pas ça, ai-je dit, mon ton plat mais ferme. J'en ai assez fait. Sa voix s'est durcie. Sophie, c'est pour la famille. Tu ne peux pas simplement te défiler. J'ai agrippé le bord de mon bureau, essayant de rester calme. Il a continué en disant que mon frère méritait ça, que je devais être fière d'aider. Fière. Après avoir été dit que je n'étais pas assez bien pour même me montrer, j'ai riposté. Papa, je ne donnerai pas un centime alors que je ne suis même pas invitée à la fête. Il a ricané comme si j'étais mesquine. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être, a-t-il dit. Fais juste ta part. J'ai raccroché, mon pouce accélérant. Ces mots faisaient écho à ceux de maman, la famille d'abord, mes sentiments en dernier. Je n'étais pas seulement blessée, j'étais furieuse. Ils s'attendaient à ce que je finance leur célébration alors qu'ils me mettaient de côté. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais mon téléphone a vibré avec une nouvelle notification Instagram. C'était une publication de ma cousine, Charlotte Dupont, taguée dans un bar branché de Paris, le hibou bleu. La photo la montrait avec mon frère et une foule de leurs amis, tous souriant sous les néons, avec la légende « Meilleur enterrement de vie de garçon ». Emma, Lucas et Charlotte. Mon estomac s'est noué. Je n'étais pas seulement non invitée à la fête de fiançailles, j'étais exclue de tout le cercle intime. Charlotte ne m'avait même pas mentionné. Pas un texto, pas un appel. J'ai cliqué sur la story, regardant des extraits de trinquants, riant, planifiant le grand jour que j'avais construit de A à Z. Chaque sourire était comme une gifle. J'avais passé des mois à rendre leur moment parfait, et ils faisaient la fête sans une seule pensée pour moi. J'ai envoyé un message à Charlotte, en le gardant court. Salut, j'ai vu ta publication. Étais-je censée être là ? Sa réponse est venue rapidement, trop décontractée. Oh, Sophie, c'était juste un petit truc. Je ne pensais pas que tu t'en soucierais. Je ne pensais pas que je m'en soucierais. J'avais passé des nuits à coordonner leurs fournisseurs, à vérifier les menus, à m'assurer que chaque détail était impeccable. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier, tenté de riposter, mais je me suis arrêtée. Elle ne comprenait pas. Aucun d'eux ne comprenait. J'ai fermé l'application, ma poitrine serrée, avec un mélange de colère et de trahison. Les personnes pour qui j'avais mis tout mon cœur m'avaient effacé de leur célébration, et maintenant elles en faisaient étalage en ligne. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise, fixant la pile de contrats sur mon bureau. Mon nom était sur chacun, lieu, traiteur, décoration. J'avais fait appel à toutes mes relations, dépensé mon propre argent, et ils pensaient toujours que j'étais jetable. La demande de 3 000 € de papa a rejoué dans ma tête, accompagnée de la publication insouciante de Charlotte. Il ne m'excluait pas seulement. Il me vidait de tout ce que j'avais. Je n'allais pas les laisser me culpabiliser pour me conformer. J'en avais fait plus qu'assez,
et ils avaient clairement indiqué que je n'avais pas ma place. Une décision se formait, une que je ne m'étais pas encore entièrement avouée. Je n'allais pas mendier leur approbation. J'allais prendre le contrôle. Une semaine avant la fête, j'ai rencontré ma meilleure amie, Laura Dubois, dans un café près de l'Opéra Garnier. L'endroit était animé par la foule parisienne habituelle, artistes, touristes, le bourdonnement de l'ambition, mais je l'ai à peine remarqué. Je me suis glissé dans le box, mon ordinateur portable ouvert sur un tableur de contrat de fournisseur, et j'ai tout déballé. « Laura, il me traite comme si je n'étais rien », ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Je lui ai raconté comment mon frère m'avait exclu de sa fête de fiançailles, comment maman s'était rangée de son côté, comment papa avait exigé 3000 € pour un cadeau que je ne serais même pas invitée à célébrer. Et puis la publication Instagram de Charlotte, affichant un enterrement de vie de garçon dont je ne faisais pas partie. Laura a écouté, ses yeux plissés, sirotant son café sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en avant. « Sophie, tu t'es épuisée pour eux. Pourquoi continues-tu à gérer leur fête ?» J'ai hésité. Il ne m'était pas venu à l'esprit de partir, pas entièrement. J'avais été tellement prise à vouloir prouver ma valeur et à m'accrocher à la famille que je n'avais pas envisagé d'arrêter. Laura a pointé mon ordinateur portable. « Tu as signé ces contrats, n'est-ce pas ? Avec Monsieur Mercier, le gérant du lieu, Madame Dubois, la traiteur, Monsieur Laurent, le décorateur. » J'ai hoché la tête. Chaque accord portait mon nom, ma réputation le garantissait. « Alors tu as le pouvoir, dit-elle, sa voix perçante. Tu ne leur dois rien. Laisse ton frère se débrouiller. » Ces mots ont eu l'effet d'une étincelle. J'avais passé des mois à coordonner chaque détail. Monsieur Mercier confirmant l'aménagement du toit. Madame Dubois finalisant le menu français. Monsieur Laurent esquissant des designs floraux. J'avais tout fait par amour. Mais l'amour n'était pas ce que j'avais reçu en retour. Laura avait raison. Je n'avais pas à continuer à porter leur fardeau. J'ai ouvert mes emails, mes doigts planant au-dessus du clavier. Et si j'arrêtais tout ? Ai-je dit, testant l'idée. Laura a souri. Exactement. Laisse-les gérer le gâchis. Tu mérites mieux. J'ai ressenti un éclair de lucidité, comme un brouillard qui se lève. Je n'allais pas mendier une place à une table qui ne voulait pas de moi. J'ai rédigé des emails à Monsieur Mercier, Madame Dubois et Monsieur Laurent, en restant professionnel mais ferme. J'ai expliqué que je me retirais de la gestion de l'événement pour des raisons personnelles et que mon frère prendrait le relais. Je ne leur devais pas d'explication, mais je voulais protéger mes relations professionnelles. Monsieur Mercier a répondu presque instantanément, confus. « Sophie, tu es le pivot ici. Tu es sûre de ça ? » Oui, j'étais sûre. Madame Dubois a appelé, sa voix inquiète. « Nous sommes sur la bonne voie grâce à toi. » Il n'est pas prêt pour ça. Je l'ai remercié mais j'ai tenu bon. Monsieur Laurent a envoyé un texto demandant si j'allais bien. Je n'ai pas répondu. Ma décision était finale. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement, fixant mon téléphone. Pas d'appel de ma famille, pas d'excuses, juste le silence. J'ai ouvert un site de voyage et j'ai cherché des vols pour Porto Vecchio, en Corse. L'idée me trottait dans la tête depuis ce premier texto, mais maintenant, elle semblait réelle. Je ne fuyais pas seulement. Je me choisissais moi-même. J'ai trouvé un vol partant de Paris le matin de la fête, atterrissant à Ajaccio l'après-midi. Je me suis imaginé sur la plage de Palombagia, loin du chaos que j'étais sur le point de déchaîner. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de réservation, mon cœur battant avec un mélange de défi et de liberté. J'ai cliqué. L'email de confirmation a sonné, scellant mon évasion. J'ai appelé Laura pour lui dire. Je pars, ai-je dit, ma voix plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Je vais en Corse. Elle a ri, triomphante. Tant mieux pour toi, Sophie. Laisse-les se débrouiller avec leur propre fête. J'ai raccroché, sentant un poids se lever. Ma famille pensait pouvoir m'utiliser et me jeter. Mais j'avais fini de jouer leur jeu. Je ne me retirais pas seulement. Je partais, les laissant faire face aux conséquences de leur choix.
Mon téléphone est resté silencieux, mais je savais que cela ne durerait pas. Ils réaliseraient bientôt ce qu'ils avaient perdu. Le matin de la fête, j'étais assise à l'aéroport de Paris, sirotant un café. Ma carte d'embarquement pour Ajaccio était glissée dans ma poche, ma valise prête pour la Corse. Le terminal bourdonnait de voyageurs, mais je me sentais calme, presque légère, sachant que j'avais échappé au chaos de mon frère. J'avais rendu les rênes, et maintenant c'était à lui de gérer son désordre. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'excuses, pas de supplications de dernière minute de ma famille. Je n'étais pas surprise. Il m'avait prise pour acquise et j'en avais fini d'attendre qu'il se soucie de moi. À Paris, le lieu sur le toit se délitait. Monsieur Mercier, le gérant du lieu, a appelé mon frère tôt ce matin-là, sa voix tendue de frustration. Sans ma supervision, l'installation était un désastre. La moitié des tables n'avaient pas de centre de table. Les arches florales que j'avais prévues avec Monsieur Laurent manquaient, remplacées par des ballons bon marché qui ne correspondaient pas à l'ambiance chic et campagnarde. Les invités arrivaient et le personnel s'agitait, ne sachant pas qui était en charge. Monsieur Mercier a essayé de me joindre, mais je lui avais déjà dit que je me retirais. Ton frère est perdu, a-t-il envoyé par texto, mais je n'ai pas répondu. Je les avais prévenus. Madame Dubois, la traiteur, faisait face à son propre cauchemar. Le menu français que j'avais finalisé mini-burger, pain de maïs, crumble aux pêches était bâclé. Sans ma coordination, les mauvais plats sont arrivés, des sandwichs froids au lieu de plats chauds, pas de dessert, et un mélange avec les options végétariennes. Les invités grommelaient, postant des plaintes sur les réseaux sociaux concernant la nourriture médiocre lors d'un événement prétendument élégant. Madame Dubois a laissé un message vocal à mon frère, son ton sec. Sophie avait tout sous contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas de réponse. Il était noyé, essayant de micro-gérer une équipe qui n'avait plus de leader. Monsieur Laurent, le décorateur, était tout aussi perdu. Les cartes de noms gravées que j'avais conçues étaient introuvables, et l'éclairage était incomplet, laissant le toit sombre et peu invitant. Les invités chuchotaient sur la décoration inachevée, certains partant tôt. Mon frère et sa fiancée étaient au centre de la tempête, répondant aux plaintes tout en essayant de sauver les apparences. Les tensions ont éclaté. Lors d'un moment houleux près du bar, elle l'a rabroué, sa voix portant au-dessus de la foule. C'est ta faute. Tu as dit que tu pouvais gérer ça. Il a riposté, l'accusant de m'avoir poussé dehors. Leur dispute a dégénéré, les invités fixant le couple parfait se déchirer devant tout le monde. Mon téléphone a commencé à vibrer pendant que j'attendais à la porte d'embarquement. D'abord, un texto de maman, Sophie. La fête est un désastre. Appelle-moi. Puis, papa, où es-tu? Règle ça. Mon frère a envoyé une série de messages, chacun plus désespéré. Sophie, les fournisseurs paniquent. Tu dois aider. J'ai fixé l'écran, mon café refroidissant dans ma main. Il m'avait ignoré pendant des mois, rejeté mon travail, ma valeur. Maintenant, alors que leur grand jour s'effondrait, ils voulaient que j'intervienne. J'ai coupé le son de mon téléphone, le glissant dans mon sac. Je n'étais plus leur filet de sécurité. Alors que je montais dans l'avion, un autre texto est arrivé. Un numéro inconnu, probablement un invité. Cette fête est une blague. Où est l'organisatrice? Je n'ai pas répondu. L'hôtesse de l'air a annoncé le décollage, et je me suis penchée en arrière, imaginant le chaos qui se déroulait à des kilomètres de là. Mon frère et sa fiancée se disputaient probablement encore, leur voix noyée par les plaintes. Monsieur Mercier, Madame Dubois et Monsieur Laurent s'agitaient probablement pour sauver ce qu'ils pouvaient, mais sans ma direction, c'était désespéré. Le toit, destiné à une célébration éclatante, était un patchwork d'erreurs. Table vide, mauvaise nourriture, lumière tamisée. J'ai ressenti un pincement de culpabilité, mais il est passé. Ils avaient fait leur choix, et moi aussi. J'ai repensé à ce que Laura avait dit. J'avais le pouvoir. Pour une fois, je l'utilisais pour moi-même. Ma famille s'attendait à ce que je nettoie leur désordre, mais j'en avais fini d'être leur solution de secours. Les moteurs de l'avion ont rugi, et j'ai fermé les yeux, prête pour Ajaccio.
Mon téléphone a vibré à nouveau dans mon sac, mais je l'ai ignoré. Il pouvait appeler tant qu'il voulait. J'étais déjà parti. L'avion a atterri à Ajaccio, et j'ai senti la brise marine de la Corse en sortant. L'île m'a accueilli avec son air chaud et le murmure lointain des vagues, un monde loin du chaos parisien. J'ai pris une chambre dans un petit hôtel à quelques pas de la plage, ma fenêtre donnant sur l'eau turquoise. Pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré facilement. Pas de mail de fournisseur ni de demande familiale pour m'alourdir. J'étais là pour me retrouver, pas pour résoudre les problèmes des autres. Le premier matin, j'ai marché le long de la plage de Palombagia, le sable doux sous mes pieds. Les touristes prenaient des photos, les surfeurs chevauchaient les vagues, et j'ai laissé le rythme de l'océan m'éloigner du ressentiment. Je n'étais pas prête à pardonner à ma famille, mais je voulais me débarrasser de la colère. Je me suis inscrite à un cours de méditation dans un temple bouddhiste local, niché dans une vallée tranquille. L'instructrice, une femme nommée Léa, nous a guidés à travers des exercices de respiration, sa voix calme et apaisante. Concentrez-vous sur votre vérité, disait-elle. J'étais assise en tailleur, les yeux fermés, essayant de libérer la douleur. Le rejet de mon frère, le dédain de maman, la pression de papa, l'indifférence de ma cousine. Ce n'était pas facile, mais chaque respiration était comme un pas vers la paix. De retour à l'hôtel, j'ai commencé un journal. J'ai écrit sur les mois que j'avais passés à mettre tout mon cœur dans une fête qui ne voulait pas de moi, la blessure d'être mise de côté par des gens que j'aimais. Mais j'ai aussi écrit sur les vagues, le temple, la façon dont les mots de Léa me faisaient me sentir comprise. L'écriture est devenue mon encre, un moyen de gérer sans craquer. Je ne pleurais pas, je ne rageais pas. Je me reconstruisais. Mon téléphone a vibré occasionnellement. Des textos de maman, papa, même mon frère. Mais je ne les ai pas ouverts. Leur urgence n'avait pas d'importance ici. J'en avais fini d'être leur solutionneuse de problèmes. Le 3e jour, Laura m'a envoyé un lien par texto. Regarde ça, a-t-elle écrit. C'était un article qu'elle avait publié sur un site d'information en ligne populaire, intitulé « Organisatrice d'événements exclus du grand jour de sa famille prend la parole ». Mon cœur s'est emballé en le lisant. Laura, ma meilleure amie et journaliste pigiste, m'avait interviewé avant mon départ de Paris, tissant mon histoire dans un article puissant sur la dynamique familiale et le fait de s'affirmer. Elle a détaillé comment j'avais passé des mois à organiser une fête de fiançailles impeccable, seulement pour être mise de côté parce que je ne collais pas à l'ambiance. Elle n'a pas nommé ma famille, mais la vérité était claire. L'article était brut, honnête, et il se répandait rapidement. J'ai fait défiler les commentaires, des centaines d'entre eux. Des inconnus partageaient leurs propres histoires d'être sous-estimés, de se choisir eux-mêmes plutôt que des attentes toxiques. Tu es une inspiration, Sophie, a écrit l'un. Ne les laisse pas éteindre ta lumière, a dit un autre. Une petite communauté se formait, des gens que je n'avais jamais rencontrés m'encourageant. Ma boîte de réception s'est remplie de messages de lecteurs, certains offrant leur soutien, d'autres demandant des conseils sur la façon de fixer des limites. Je n'étais plus seule. L'article de Laura avait transformé ma douleur en quelque chose de plus grand, un cri de ralliement pour quiconque avait été mis de côté. Je lui ai répondu par texto. Tu es incroyable. Merci. Elle a répondu avec un emoji cœur. Pas besoin de mots. J'ai continué à explorer la Corse, louant un vélo pour longer la côte, m'arrêtant au camion de nourriture pour des glaces pilées et des pokéballs. La vitalité de l'île Palmier se balançant, musique d'ukulélé flottant depuis les bars en plein air était comme un cadeau. J'ai rejoint une séance de yoga au coucher du soleil sur la plage, m'étirant sous un ciel rose, me sentant plus forte à chaque pause. Mon journal s'est épaissi, les pages remplies de réflexions sur ce que je méritais, pas ce que ma famille pensait que je leur devais. Je ne fuyais pas mes problèmes. Je redécouvrais ma valeur. Mon téléphone continuait de vibrer, des appels manqués de maman, papa, ma cousine, même quelques-uns de numéros inconnus, probablement des invités de la fête. Je n'ai pas répondu. Leurs messages s'accumulaient, mais je ne me souciais pas de les lire. J'avais passé trop de temps à essayer de leur faire plaisir, et maintenant je me choisissais moi-même. L'article de Laura m'avait montré que mon histoire importait, que je n'avais pas tort de partir.
Le soutien des étrangers en ligne semblait plus réel que le désespoir de dernière minute de ma famille. Je n'étais pas prête à les affronter, et peut-être ne le serais-je jamais. Pour l'instant, la Corse suffisait. 2 semaines après mon voyage, je suis rentrée à Paris, mon appartement aussi calme et paisible qu'à mon départ. La Corse m'avait apporté de la clarté, une chance de me reconstruire loin du poids des attentes de ma famille. J'ai posé ma valise, le léger parfum de l'océan s'accrochant encore à mes vêtements, et j'ai vérifié mon téléphone. Une avalanche de notifications m'attendait, appels manqués, textos, messages vocaux, principalement de maman, papa et ma cousine. Je ne les ai pas ouverts. Leurs mots ne pouvaient pas effacer ce qu'ils avaient fait. J'étais prête à aller de l'avant, pas en arrière. Laura a appelé ce soir-là, sa voix débordante de nouvelles. Sophie, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé, dit-elle. Elle avait appris par des amis communs que mon frère et sa fiancée avaient annulé leur fiançailles. La fête désastreuse avait été le point de rupture, les invités se plaignant de la mise en scène médiocre, de la mauvaise nourriture, de l'éclairage tamisé, leur dispute cette nuit-là, crue et publique, avait exposé des fissures qui ne pouvaient pas être réparées. Emma était partie en blâmant mon frère pour avoir tout mal géré, tandis qu'il la blâmait pour m'avoir repoussée. J'ai écouté, mon cœur calme, pas surprise. Ils avaient construit leur célébration sur mon travail, puis m'avaient jetée. Maintenant, ils faisaient face aux conséquences. Je ne ressentais pas de joie à leur rupture, mais je ne ressentais pas de culpabilité non plus. Je leur avais tout donné, mon temps, mes compétences, mon cœur, et ils l'avaient jeté. Laura m'a demandé si je voulais les contacter, peut-être parler à mon frère. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Non, ai-je dit. J'en ai fini d'essayer de réparer les choses. Elle n'a pas insisté, a juste dit qu'elle était fière de moi. Son soutien, contrairement à celui de ma famille, était inébranlable, un rappel de ce à quoi ressemblait la vraie loyauté. Ma famille a continué à essayer de me joindre. Maman laissait des messages vocaux, son ton plus doux maintenant, demandant à me rencontrer. Papa envoyait des textos insistants pour que nous en parlions comme des adultes. Ma cousine laissait un message vague et peu convaincant, mentionnant l'échec de la fête comme si c'était ma faute. Je les ai tous supprimés. J'avais passé des années à me plier à leurs exigences, sacrifiant ma paix pour les garder heureux. Plus maintenant. Je n'étais pas en colère, juste résolue. Les couper n'était pas de la rancune. C'était pour me protéger. J'ai bloqué leurs numéros un par un, me sentant plus légère à chaque fois. Mon appartement, autrefois un lieu de stress et d'appels de fournisseurs, est devenu mon sanctuaire. L'article de Laura, toujours en circulation en ligne, a tout changé. Ma boîte de réception débordait de demandes d'organisateurs d'événements de tout Paris. Impressionné par mon histoire et mon travail, un organisateur de festival de musique locale voulait que je coordonne leur événement de printemps. Un couple planifiant un mariage m'a contacté, inspiré par la façon dont je m'étais affirmée. Même un client d'entreprise organisant un gala en centre-ville a demandé une consultation. Je les ai rencontrés dans un bureau élégant près de la Seine, proposant des idées pour des installations élégantes avec une touche française. Ils ont signé un contrat sur le champ, mon plus grand à ce jour. Les mots de Laura avaient transformé ma douleur en opportunité, prouvant ma valeur à un monde au-delà de ma famille. J'ai recommencé à écrire dans mon journal, non plus sur la douleur, mais sur la croissance. J'ai écrit sur la force qu'il fallait pour partir, pour me choisir moi-même plutôt que des personnes qui ne voyaient pas ma valeur. Chaque nouveau contrat était une validation, non seulement de mes compétences, mais de ma décision d'arrêter de mendier l'approbation. Je n'étais plus la même Sophie qui avait passé des mois sur une fête qui ne voulait pas d'elle. J'étais quelqu'un qui connaissait sa valeur, qui construisait des limites plus solides que n'importe quelle arche florale que j'avais jamais conçue. En y repensant, je voyais clairement la leçon. Me respecter signifiait laisser partir ceux qui ne le faisaient pas, famille ou non. Mon frère, maman, papa, ma cousine, ils s'attendaient à ce que je porte leur fardeau, à rester silencieuse quand ils me repoussaient. J'avais essayé d'être la fille parfaite, la sœur parfaite, mais la perfection avait un coût trop élevé. Partir n'a pas été facile, mais c'était juste. Je n'avais plus besoin de leur validation.
J'avais mon travail, mon histoire et une communauté d'étrangers qui m'avaient soutenu quand ma famille ne l'avait pas fait. Le respect de soi, j'ai appris, était le fondement de tout le reste. Sans cela, je serais encore à la recherche de leur approbation, me perdant dans le processus.